Alors, donc, bonsoir à toutes et à tous. Au nom du conseil d'administration des sections internationales Paris-Ouest, donc, je suis ravie de constater que l'affluence arrive pas à pas, mais certainement, on est au moins une 150aine à s'être inscrit ce soir pour assister à la conférence animée donc par Madame Nadège Larcher. Nadège Larcher complétera, mais Nadège Larcher est une psychologue spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adolescent, ainsi qu'une formatrice en communication bienveillante. Nadège est également cofondatrice de l'Atelier des parents, un projet donc, qui promeut la parentalité positive et compte plusieurs ouvrages évidemment à son actif. D'ailleurs, elle nous partagera forcément quelques bons titres à lire et à mettre sur son chevet, à minima. Ce soir, Nadège Larcher va donc éclairer notre assemblée de parents des sections internationales Paris-Ouest sur le thème de comment bien accompagner enfants ou adolescents face au stress des examens. Un sujet qui anime certains d'entre nous, à la fois, notamment, on pense à ceux qui sont en troisième, mais aussi en première et en terminale, et puis aussi d'autres examens en préparation du post-bac. Alors, je tiens aussi à rappeler que l'initiative bien-être et éducation bienveillante aux sections internationales Paris-Ouest, donc notre association, c'est le fruit d'une collaboration évidemment étroite entre le conseil d'administration et la direction, et en l'occurrence aussi avec 6 parents bénévoles qui sont très engagés sur le sujet. Alors, Dominique Piolle, qui est donc le moteur de la mise en place de ce projet, avec aussi Cynthia Lindsay, Laure Anastasie, Héloïse Roux, Lucie Wackeman, pardon, et puis ma pomme, donc Elsa Cardarelli. Donc c'est une initiative qui effectivement nous tient particulièrement à cœur dans un monde qui bouge très rapidement et en l'occurrence une initiative qui devient un marqueur fort de nos sections internationales. Nous avons donc le privilège de bénéficier de l'expertise de Nadège Larcher pour la 3e année consécutive, et ce dans le cadre donc du déploiement de cette initiative, à la fois auprès des élèves, des parents et des enseignants. En 2024, on a déjà organisé de nombreux ateliers, 8 ateliers adolescents les samedis matins, abordant des sujets tels que la connaissance de soi, l'organisation, la concentration et la mémorisation. Des ateliers destinés aux parents aussi, qui ont aussi également un très grand succès sur des thématiques telles que l'estime de soi, la gestion du stress et des émotions et la réflexion sur l'autorité. Plusieurs conférences ont déjà eu lieu à destination des parents, notamment comment comprendre et lutter contre le harcèlement. Et enfin, une formation et un atelier ont également été organisés pour nos enseignants. Chère Madame Larcher et chère Nadège, je te cède évidemment maintenant la parole. Et comme je l'ai indiqué au tout début, un replay sera disponible post-event. Donc, toute personne qui rejoint, ne s'inquiète pas, elle pourra rattraper le train et tous ses wagons. Merci beaucoup pour cette introduction et cette présentation. Effectivement, tout est enregistré donc et sera disponible en lien dès demain sur YouTube. Merci pour cette présentation que je vais compléter très rapidement. Je vais dès à présent commencer ma présentation, sachant que tout au long de la présentation, vous pouvez poser vos questions dans le chat par le biais discuté, et que je vais m'arrêter, je pense, au milieu de ma présentation, donc je pense d'ici 40 minutes à peu près, pour qu'il puisse y avoir une première série d'échanges, de questions, et je repartirai après pour la deuxième partie de mon propos. Voilà, alors nous partons pour un webinaire autour de la question du stress des examens. Alors, j'ai indiqué le stress des examens, on est bien d'accord au sens très large, puisque
Évidemment, ce stress peut être le stress des devoirs, le stress d'une interrogation et ainsi de suite. Je ne vais pas compléter plus, peut-être juste en disant que je suis chargée de cours à l'université de Tours, où j'interviens auprès des Master 1 et des Master 2. Et puis, je vais surtout compléter en disant que je suis maman de trois enfants, de trois ados, et que ma numéro 2 est actuellement en train de passer le bac et de passer tous les concours afférents au bac. Donc, je n'ai pas mis de photo d'elle, mais c'est assez ressemblant. Donc, ce soir, je vais vous parler du stress des examens et de comment accompagner mes enfants. Et je vais partager peut-être de temps en temps avec vous mon stress parce que c'est effectivement ce que je vis. Alors, petite introduction rapide, mais sur la notion de stress que je vais développer au cours de cette conférence, mais juste quand même pour vous indiquer que nous avons besoin de stress et nos enfants, nos adolescents vont avoir besoin de ce stress pour passer leurs examens ou leurs devoirs. Comme vous le voyez à l'écran, le stress nous est nécessaire et il y a même une zone optimale de stress. Alors, s'il n'y avait pas de stress, eh bien malheureusement, comme vous le verrez, vous le voyez à l'écran, s'il n'y avait pas de stress, il n'y aurait pas de mobilisation, il n'y aurait pas le fait de s'engager dans l'effort ou dans le devoir. Donc, le but n'est pas d'éliminer complètement le stress, pas du tout, mais le but est par contre d'éviter aussi de rester dans une zone qui ne serait pas une zone optimale de stress. Et ça va vraiment être là mon propos ce soir. Vous le voyez à l'écran. La difficulté, c'est que nous avons besoin d'un stress, mais d'un niveau de stress supportable, acceptable, et qu'à partir du moment où malheureusement le stress passe un certain niveau, eh bien là, il devient délétère, il devient négatif, et c'est toute la difficulté que nous allons rencontrer quand nous allons... Ah, alors attendez, on me dit que ce n'est pas en plein écran, donc je vais arrêter 2 secondes pour vraiment le mettre en plein écran pour que ce soit évidemment plus agréable pour vous. Voilà. Alors, je reprends pour qu'il soit en plein écran. Allons-y. Donc, je vais revenir sur cette diapositive pour vous permettre de bien le voir et de voir donc ce que on appelle la zone de performance, donc la zone optimale de stress, et de comprendre qu'avant, il n'y a pas d'engagement et qu'à partir du moment où on arrive dans la zone rouge, eh bien, à partir de ce moment-là, par contre, le stress devient problématique et va créer éventuellement de la panique, de l'anxiété. Alors, on s'interrogera au cours de cette soirée, qu'est-ce qui peut créer qu'on passe en zone rouge comme celle-là? Ça peut être la pression des attentes, la peur de l'échec. On en parlera bien sûr, le manque de préparation, les difficultés d'apprentissage ou certains tempéraments aussi, évidemment, peuvent intervenir. Mais vraiment, mon objectif ce soir, et ce sera la première partie de mon webinaire, c'est vraiment de vous permettre de décortiquer un peu, de mieux comprendre cette notion de stress pour permettre à vous-même et surtout aux enfants de mieux le gérer. Alors, pourquoi le stress nous est nécessaire et pourquoi au bout d'un moment il vient nous poser problème? Pour une bonne raison, c'est que le stress est nécessaire à notre cerveau. Notre cerveau a pour objectif d'assurer notre survie, hein, c'est vraiment son objectif. Ce n'est pas d'apprendre les maths ou la physique, son objectif principal et essentiel, c'est d'assurer notre survie. Et sans vous donner trop de détails, mais il a un circuit qui se met en place très rapidement, que je vais vous détailler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et ce circuit de stress est en réalité un circuit de survie.
et va engager le cerveau de façon très automatique, très rapide, pour lui permettre, eh bien, dans le cas d'un stress, de pouvoir faire face au danger, alors on verra, réel ou relatif, auquel il se trouve confronté. La difficulté, c'est que vous voyez cet ordinateur, cette, ce cerveau, et je fais la comparaison avec un ordinateur, il a un petit peu trois modes de fonctionnement. Il a un mode de fonctionnement très archaïque, très automatique, et on verra tout à l'heure quand il y a trop de stress, eh bien le problème c'est que c'est cette partie-là qui prend le pouvoir et qui vient être maître à bord. Et puis, il a un système qu'on appelle le tableau de bord. C'est toute la partie émotionnelle. On le verra dans la deuxième partie de ce webinaire, qui est très importante, qui est même essentielle, parce que c'est elle qui va donner un petit peu, qui va d'abord favoriser la mémoire, et donc on comprend que dans les apprentissages, c'est très important. Et puis, c'est elle aussi qui va donner ce qu'on appelle la valence, c'est-à-dire le ressenti positif ou négatif d'une situation. Et donc, cette zone de contrôle, ce tableau de bord est extrêmement important. Et au-dessus, vous voyez dans la zone verte, ce qu'on pourrait comparer avec l'ordinateur, eh bien, au-dessus, c'est là où on retrouve toutes les fonctions d'apprentissage. C'est là où on retrouve la zone du langage, la zone de la lecture, les zones aussi qui permettent de compter. Donc, ce sont des zones qui sont bien sûr très importantes, mais qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie, et on le verra un peu plus tard. Ces zones mettent beaucoup plus de temps à se construire et je dirais sont moins solides dans leur mode de fonctionnement parce que elles ne sont pas basées sur des questions de survie. Et c'est toute la difficulté du mode de fonctionnement de notre cerveau. Il a ce qu'on appelle un sens du traitement de l'information, c'est-à-dire que quand il est confronté à une situation différente, changeante, à une situation qui peut être une situation de stress ou de mise en compétition, il va scanner quelque part, on pourrait le dire comme ça, l'environnement pour se poser des questions toujours dans le même ordre. Première question, est-ce qu'il y a une question de survie? Est-ce qu'il y a du stress? Est-ce que je suis en danger? Et ce danger, je vous l'ai dit, il peut être réel, je peux être réellement en danger, attaqué, si quelqu'un rentrait dans cette pièce, mais et c'est 90% des situations que nous vivons, est-ce que je suis en train de vivre un stress relatif? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait attaquer mon confort, mon équilibre émotionnel, mon estime de moi-même? Vous voyez donc un danger qui ne me met pas physiquement en péril, mais qui vient attaquer quand même potentiellement mon équilibre. Et si notre cerveau a l'impression qu'il y a cette notion de survie, eh bien, c'est là où il va d'abord porter son attention. Si la question de la survie ne se pose pas, il va se poser une deuxième question, est-ce qu'il y a des émotions? Et est-ce que ces émotions sont fortes ou pas? Est-ce qu'elles m'envoient un message? Est-ce qu'elles sont en train de peut-être fonctionner comme une alarme? En tout cas, c'est la question qui va se poser. Et tant qu'il y aura une émotion forte et importante, eh bien, les fonctions de notre cerveau s'occuperont de cette émotion. Et c'est seulement, et vous comprenez que tout le lien avec les examens et les devoirs, et c'est seulement à partir du moment où les questions de survie et d'émotion sont à peu près sous contrôle, elles n'ont pas besoin d'être complètement sous contrôle, mais en tout cas, elles sont suffisamment comprises, intellectualisées, parfois aussi un petit peu maîtrisées, pour que les apprentissages soient disponibles. Et ça, ce sens de traitement de l'information est vraiment essentiel parce que sinon, on a un cerveau qui est OK, peut-être présent et disponible, mais pas complètement en pleine capacité, pas réellement
dédié aux apprentissages parce qu'il est aussi, on pourrait dire un petit peu comme un programme caché, il est aussi en train de donner de l'énergie, de l'attention sur cette question des émotions et de la survie. Et donc, il y a quelque chose vraiment qui est très important dans le mode de fonctionnement d'un apprentissage, la comparaison, la menace, et on en reparlera, les punitions. Malheureusement, tout ça ne pourra pas fonctionner en termes d'apprentissage, ou heureusement d'ailleurs, parce que à partir de ce moment-là, on vient déclencher une question de survie potentiellement. Est-ce que mon estime de moi-même est attaquée? Est-ce que mon confort est mis en danger? Et puis surtout, c'est sans doute en train de provoquer des émotions importantes pour moi, de colère, de frustration, de tristesse. Et à partir de ce moment-là, quand l'émotion est très présente, eh bien, je n'ai plus du tout la même disponibilité pour les apprentissages. Donc, vous l'aurez compris, ce soir, ben, je vais être obligée de vous parler du stress, je vais être obligée de vous parler des émotions, je vais être obligée de vous parler aussi de nos croyances et surtout de la croyance de nos enfants et de nos adolescents, parce que c'est tout cela qui va intervenir. Si ce n'était que la partie rationnelle, que notre ordinateur de bord qui était impliqué, les choses honnêtement seraient assez simples. Mais contrairement à ce qu'on a pu croire pendant longtemps, nous ne pouvons pas séparer le raisonnement des émotions. Nous ne pouvons pas compartimenter complètement notre cerveau. C'est un tout qui fonctionne avec notre corps aussi, on le verra. Et c'est tout cet ensemble qui est nécessaire et qui doit être pris en compte quand on va parler d'un examen. Alors, je commence dès à présent avec la question du stress. Donc, vous l'aurez compris, ce fameux stress, il est indispensable. Il fait partie de notre mode de fonctionnement et il est lié à notre kit de base de survie. Alors, kit de base qui nous donne globalement 3 réactions que vous voyez à l'écran et que en anglais on appelle les 3 F, donc soit fuir, soit combattre, soit se figer. Et puis on rajoute aujourd'hui une 4e catégorie quand le stress est vraiment très 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 important et que là il submerge complètement la personne. Et c'est pour ça que vous voyez cette expression de flood. Là, c'est vraiment le fait d'être submergé, inondé. Mais dans ces moments-là, honnêtement, on est vraiment en grande difficulté pour penser. Et c'est là où potentiellement il peut y avoir des phénomènes de dissociation ou autre. Donc, je n'en parlerai pas ce soir. Je vais rester sur les 3 éléments, fly, fight et freeze, qui sont 3 éléments qui vont, 3 réponses préenregistrées qui vont s'allumer, je vais dire en nous, qui vont être une option que notre cerveau va analyser, va en tout cas garder en tête. Ça ne veut pas dire que nous allons automatiquement fuir, mais nous allons avoir l'envie de le faire, le désir de le faire, et donc d'être déjà beaucoup moins concentré sur quelque chose. Je vais vous faire un petit test tout à l'heure pour vous aider à le comprendre, mais je ne sais pas s'il y a derrière l'écran peut-être des personnes, par exemple, qui détestent les araignées. Eh bien, imaginez que vous êtes dans une salle en train de passer un examen et au fond de la salle, pourtant loin de vous, il y a une araignée qui est très loin, qui n'est pas très grosse, mais qui est quand même présente. Bah, vous êtes tout de suite en train de voir que oui, vous essayez d'avoir votre ordinateur de bord, votre partie supérieure qui reste concentrée sur les devoirs, mais il y a une petite partie de votre vigilance qui est en train de partir vers l'autre bout de la salle pour toujours vérifier où elle se trouve. Et ça va être quand même beaucoup plus difficile pour vous eh bien, de se concentrer. Donc, c'est pour vous expliquer que
quand il y a un stress, quand il y a un stress absolu, bien, vous n'allez pas vous poser de questions, vous allez ou fuir, ou combattre, ou essayer de vous cacher, de vous figer. Mais s'il y a ce qu'on appelle un stress relatif, vous allez continuer à fonctionner, en tout cas en apparence, mais avec une partie de vous-même, une partie qui sera en double attention, si vous préférez, et qui sera face à tentée par une de ces réactions. Alors, on va faire un petit test ensemble, très rapide. Je vais vous demander de le faire derrière votre écran pour vous-même. Je vais vous présenter un certain nombre de situations et eh bien, si cette situation vous stresse, je vous invite à lever la main, voilà, même si on ne vous voit peut-être pas, mais à marquer votre réaction. Alors, un petit stress, une petite main, un gros stress, une main levée très très fort, mais voilà. Alors, première situation, si vous vous retrouvez face à ce genre d'animal, devant dans la forêt. Alors là, je pense stress absolu, main levée très fort. Mais admettons que vous vous retrouviez derrière, devant ce genre d'animal, mais dans un zoo, dans un vivarium. Donc, il y a une glace entre vous et lui. Est-ce que vous allez pour autant avoir zéro stress? Moi, je peux vous dire que je vais quand même lever la main même s'il y a une glace entre lui et moi. Et d'ailleurs, je pense que je vais fuir et quitter le vivarium. Donc, première situation. Deuxième situation, parler en public. Est-ce que cette situation vous stresse ou pas? Voilà, j'ai des gens qui lèvent la main, effectivement, d'autres non, mais vous êtes certains en train de réagir. Troisième situation, voir, regarder un film d'horreur. Est-ce que certains d'entre vous sont, voilà, eh bien j'ai des mains qui se lèvent, un petit peu plus tiens d'ailleurs, des mains qui se lèvent pour me dire qu'effectivement, regarder un film d'horreur est quelque chose qui les met en stress, qu'ils n'apprécient pas du tout. Et donc, vous aurez remarqué qu'il y a d'autres personnes, par contre, que ça ne stresse pas du tout, du tout. Et puis, dernier élément, arriver en retard. Alors bon, là, bien sûr, je vous laisse décider si en retard, c'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, mais comment vous allez réagir. Alors, j'ai encore plus de mains, donc vous voyez, c'est intéressant. Donc, vous voyez bien que, et on le verra tout à l'heure, nous n'avons pas tous réagi de la même façon face à ces situations. Et c'est ça qui me permet de vous expliquer la différence entre un stress absolu, où là, on serait tous d'accord, voilà, un accident de la route, ce genre de choses, et un stress relatif, où là, vous voyez bien que la situation nous met dans l'inconfort, mais ne nous met peut-être pas automatiquement en danger. Alors, il y a une auteure que j'aime, une chercheuse québécoise que j'aime particulièrement, qui s'appelle Sonia Lupien. Et Sonia Lupien, elle travaille maintenant depuis une vingtaine d'années à Montréal sur le stress humain et sur les effets de ce stress sur notre organisme, sur notre cerveau et sur bien sûr aussi nos apprentissages. Alors elle a écrit un premier livre qui s'appelle Par amour du stress, que vous voyez à l'écran, que je vous invite vraiment à aller lire si le sujet vous intéresse. C'est un ouvrage vraiment très accessible, vraiment très facile à suivre et passionnant. Et le propos de Sonia Lupien est le suivant. Elle nous explique qu'en réalité, le stress est notre meilleur ennemi. C'est-à-dire que effectivement, comme je vous l'ai dit en introduction, nous avons besoin du stress pour survivre. C'est lui qui nous a permis de survivre. Il nous permet d'apprendre. À éviter des situations qui sont gênantes pour nous. Mais par contre, nous savons aujourd'hui qu'un stress trop présent, trop chronique, peut être problématique parce qu'il crée
notamment une hormone qui s'appelle le cortisol, et que cette hormone, au bout d'un moment, si elle est trop présente dans notre organisme, eh bien, ce Pas dans 2 heures, cortisol hein, c'est dans 2 peut, minutes, là. peut venir eh bien, altérer notre santé. Et donc, le principe, et c'est pour ça qu'elle l'appelle notre meilleur ennemi, le principe est de comprendre notre stress, de savoir comment il fonctionne, de comprendre pourquoi il est là, pas pour l'éliminer complètement, hein, ce n'est pas l'objectif, mais pour apprendre à vivre avec, à quelque part le dompter et en faire eh bien, peut-être un ami ou en tout cas un compagnon. Alors, ce que nous apprend les livres de Sonia Lupien et d'autres recherches, hein, bien sûr, ce que nous apprennent ces livres, c'est que notre système de stress est très immature pendant très longtemps. C'est-à-dire que ce qui va venir calmer notre stress, c'est notre partie frontale. Vous voyez, c'est notre ordinateur de bord que je vous ai présenté au début de ce webinaire. Nous avons une partie arrière, vous voyez, dans le système de stress, la ligne avec le moins en dessous, ça c'est le système d'alerte. C'est le système d'activation du stress qui est très sous-cortical, hein, qui est vraiment basé dans la zone émotionnelle de notre cerveau, qui est notamment en lien avec une zone qui s'appelle l'amygdale, hein, pas celles qui sont ici, nous en avons aussi 2 dans le cerveau. Et l'amygdale, c'est la zone qui vient gérer nos émotions intenses. Et c'est elle qui vient gérer aussi notre notion plus ou moins de danger avec l'hippocampe. Elles sont très proches, hein, d'ailleurs, l'une et l'autre. Et l'hippocampe, c'est la zone d'entrée dans le stockage en mémoire. Donc, vous voyez, les 2 fonctionnent ensemble et sont nécessaires pour pouvoir nous apprendre depuis tout petit qu'il vaut mieux éviter de venir reproduire telle ou telle situation qui pourrait être dangereuse. Donc, ce système d'alerte, hein, ce système de stress, se met en place très, très rapidement, de façon très instinctive, mais il se déclenche de la même façon pour un stress absolu que pour un stress relatif. Et donc, c'est pour ça que nous avons besoin de notre lobe frontal, enfin nos lobes frontaux, nous en avons 2, mais c'est pour ça que nous avons besoin de cette zone pour pouvoir venir, entre guillemets, nous calmer et dire à notre cerveau, non, non, ce n'est pas un stress absolu, c'est un stress relatif. Si vous préférez ce qu'on appelle la fameuse relativisation, le fait de pouvoir dire mais non, c'est pas si grave que ça, mais ça, c'est notre partie frontale qui nous le permet. Et comme vous le voyez à l'écran, eh bien, en réalité, nos enfants et nos adolescents n'ont pas encore la capacité de le faire totalement. Parce que jusqu'à 25 ans, même 27 ans, et là, vous avez vu, Sonia Lupien, c'est même jusqu'à 29 ans, parce que jusqu'à 29 ans, nos lobes frontaux ne sont pas complètement matures. Donc, ils ne peuvent pas jouer ce rôle de relativisation, de mise à distance, de capacité aussi d'inhibition et de venir calmer les choses. Alors, quand l'enfant est petit, eh bien, nous sommes son lobe frontal, hein, nous sommes, comme embrasse Sonia Lupien, son parent par avant. C'est pour ça que c'est nous qui venons calmer et qui venons lui dire mais non, vois les choses autrement, mais ne t'inquiète pas, ça va aller, etc. Et puis au moment de l'adolescence, ben, nos adolescents ont encore besoin de nous aussi pour ça. Alors le problème, c'est qu'à ce moment-là, par contre, eux, ils ont un petit peu pris l'habitude que ce soit plutôt les copains qui jouent ce système un petit peu de frein, de venir se calmer. Alors, on l'aura compris plus ou moins bien, parce que le problème, ben, c'est que c'est tout un groupe d'adolescents qui essaient de s'aider ensemble
et qui ne sont pas finis, hein, on va le dire comme ça, donc qui ne jouent pas toujours très bien leur rôle de stress, enfin, ou de déstresseur. Et j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est pour ça qu'au moment de l'adolescence, bah, souvent notre aide est un petit peu mise à distance, mais il va falloir un peu l'imposer et rester présent et trouver la bonne distance pour l'amener au bon moment, mais avoir conscience qu'ils vont en avoir besoin parce que ce système pour calmer, alors bien sûr, hein, il est déjà opérant, heureusement, il ne commence pas à fonctionner à 29 ans, il commence à fonctionner dès 2-3 ans, mais il sera vraiment opérationnel assez tard. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de comprendre que effectivement, dans le stress que nos enfants vont vivre. L'idée, c'est de leur donner des outils pour que ce système de paravent, de frein fonctionne et de pouvoir être là quand par contre il ne fonctionne pas assez bien ou que le stress est trop intense parce que là, eux tout seuls n'ont pas la capacité de pouvoir le faire, même s'ils vous disent le contraire. Et ils vont parfois vous dire le contraire. Alors, comment on va identifier des symptômes de stress chez nos enfants, notamment en période d'examen? Alors, il y a tous les signes physiques, maux de tête, troubles du sommeil, troubles alimentaires que l'on retrouve. Il y a l'anxiété, le fait, vous voyez, d'avoir une humeur en dents de scie, etc. Ça, alors, avec des difficultés, parce que un ado peut avoir une humeur en dents de scie sans être automatiquement stressé par les examens, mais j'ai envie de dire, si vous commencez à identifier un stress un peu plus important, un peu plus fréquent. On peut avoir et on aura parfois aussi des comportements d'évitement. Alors, plutôt que si vous préférez, il y a l'ado et l'enfant qui se confrontent au stress et de l'examen et qui est très stressé et qu'on sent submergé, mais il y a ceux qui aussi, parfois, pas tous pour des raisons de stress, mais quand c'est pour une raison de stress, il y a ceux aussi qui vont aller éviter de se confronter au stresseur parce qu'ils ne savent pas comment vivre ce stress. Mais donc, vous le voyez, on peut avoir des signes assez variés, assez distincts. Alors, ce n'est pas toujours facile de les repérer parce que, comme je vous l'ai dit, avec un ado, on a quand même une certaine instabilité normale et parfois, bah, c'est de réussir à repérer si on est dans quelque chose d'assez normal ou pas. Alors, comment on peut réussir à apprivoiser notre stress et à mieux le comprendre? Eh bien, ça, c'est toujours Sonia Lupien à qui je me réfère. Sonia Lupien nous a proposé un acronyme pour nous permettre de comprendre comment fonctionne le stress. Et le stress, eh bien, c'est pas du cinoche. Hein. Quand quelqu'un est très stressé, souvent on lui dit allez, arrête ton cinéma, c'est pas si grave, etc. Eh bien, elle nous explique que le stress, c'est du ciné. Alors, ça veut dire quoi le ciné? Ça veut dire qu'il y a 4 critères qui expliquent pourquoi une situation va nous stresser alors qu'elle ne va pas stresser notre voisin, ou pourquoi la situation va nous stresser, nous, énormément, alors qu'elle va un petit peu stresser notre voisin. C'est parce que quand un de ces critères ou plusieurs de ces critères sont présents, eh bien le stress est présent également et augmente. Parce qu'en effet, le stress relatif, il est présent à partir du moment où, un, nous avons le sentiment de perdre le contrôle de la situation, où nous avons le sentiment que nous ne sommes pas capables de maîtriser ce qui est arrivé ou que nous avions le sentiment de maîtriser et que tout d'un coup, nous le perdons. Deuxième critère, le I pour imprévisibilité. Et alors là, vous comprenez que c'est très
marqué dans notre phénomène de survie. Évidemment, en tant qu'être humain, nous n'aimons pas ce qui est imprévisible parce que potentiellement, il peut y avoir un danger, il peut y avoir quelque chose qui ne nous convient pas et donc cette imprévisibilité nous stresse. Troisième critère, la nouveauté. Alors la nouveauté est évidemment un peu liée aussi à l'imprévisibilité et un peu liée à la perte de contrôle, mais dans la nouveauté, vous avez vraiment le fait d'être confronté à quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. Et ça, vous allez le voir quand on va parler de stress d'examen, ça va par contre être à la fois un facteur de stress. Donc, quand vous n'avez jamais passé un examen, ben, bien sûr, vous ne savez pas ce que c'est. Quand vous n'avez jamais passé un oral, ben, bien sûr, le fait que ce soit la première fois, c'est vraiment un stress supplémentaire. Mais on va aussi pouvoir un petit peu tricher avec ce critère-là, puisqu'on va là pouvoir peut-être entraîner nos ados et les aider à mieux gérer cette question de la nouveauté si elle est déjà un petit peu moins neuve, cette fameuse nouveauté. Et puis, l'ego menacé, c'est pour vous expliquer qu'une situation peut venir, c'est ce que je vous disais au début de ce webinaire, attaquer alors notre estime de nous-mêmes, mais aussi notre sentiment de confort, notre sentiment d'équilibre. Elle peut venir bien sûr attaquer qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi, est-ce que mes parents vont continuer à m'aimer ou pas. Et vous voyez, je pense que vous comprenez, là, si je vous parle d'un examen, vous comprenez pourquoi on risque d'avoir un stress très important. Parce que potentiellement, comme je vous disais, c'est la première fois. Il y a une part d'imprévisibilité qui est quand même très forte dans un examen parce qu'on ne sait pas quel sujet va tomber. On espère toujours un certain sujet, mais on sait qu'on ne le maîtrise pas. Donc, il y aura de toute façon une part d'imprévisibilité. Il y a des choses que l'on contrôle et d'autres que l'on ne contrôle pas beaucoup. Et l'imprévisibilité peut nous entraîner vers une perte de contrôle. Et comme on est de toute façon dans un système de compétition, dans un système où en plus on aimerait obtenir quelque chose, où on veut pas se décevoir soi-même ou surtout pas décevoir ses parents, vous voyez que dans le stress d'un examen, très souvent, vous avez les 4 critères. Et donc, ces 4 critères expliquent très clairement bien, qu'on se retrouve face au stress. Et maintenant, on est capable d'expliquer que si tout d'un coup, face au stress, il y a une montée de cortisol qui est trop intense, trop forte, et bien c'est là où se déclenche le sentiment de panique. Et le sentiment de panique fait qu'on n'a plus accès à la mémoire et donc à ce qu'on a stocké en mémoire de la même façon. Donc c'est pour ça que l'idée, ce n'est pas de dire à nos enfants, mais non, ne stresse pas, ça ne sert à rien, puisqu'ils vont stresser et c'est obligatoire qu'ils stressent. Mais l'idée, ça va être de leur dire, oui, tu vas stresser parce que c'est stressant, mais t'inquiète pas, tu vas pouvoir contrôler ce stress parce que tu vas comprendre ce qui est en train de t'arriver et tu vas peut-être te poser la question de ce qui est en train de t'arriver à ce moment-là. Donc, je reviendrai dessus, mais l'idée, c'est bien de comprendre que le stress, ça s'accompagne. Et comprendre comment il fonctionne, être capable de faire son ciné, alors peut-être pas sur le moment, parce qu'au début c'est un peu compliqué, alors peut-être le faire d'abord de façon rétrospective, mais être capable de se dire qu'est-ce qui est en train de m'arriver là, qu'est-ce qui me stresse particulièrement? Est-ce que c'est parce que c'est la première fois? Ou est-ce que c'est parce que je pensais que c'était ça et je me rends compte que c'est pas ça? Ou est-ce que je stresse parce que j'ai peur de ce que vous allez me dire après ou que je récite devant toute la classe et que je ne sois pas capable de réciter et qu'il y en ait 2 qui rigolent au fond. Vous comprenez bien que ça change tout. Et donc, à l'écran, je vous ai mis le nom d'une application qui a été faite par l'équipe de Sonia Lupien, qui est gratuite, qui s'appelle donc eSmart,
Il faut mettre le S en grand. Vous pouvez la trouver sur tous les App Store. Et l'idée, vous verrez dans cette application, c'est de faire des petits bilans stress, des petits bilans ciné. Tiens, là, est-ce que je suis très stressée, moyennement stressée? Qu'est-ce qui me stresse? Donc, vous le faites 4 à 5 fois par jour. Et puis après, vous avez des stratégies qui vous sont proposées. Et l'idée, c'est de ne plus fuir ce stress. C'est au contraire de l'accompagner et ça vous permettra aussi d'avoir un argument clé auprès de vos enfants et de vos ados. Ça vous permettra aussi de pouvoir leur expliquer, regarde, la nouveauté, c'est un critère de stress très fort, donc il vaut mieux que tu t'entraînes avant. Ok, tu gères, ok, tu me dis que tu sais tout faire, mais par exemple, ton grand taux pour le bac ou ton texte en français pour le bac français, bah, il vaut mieux que tu me fasses l'explication, alors à moi ou à un professeur ou à n'importe qui, mais une fois, deux fois, trois fois, parce qu'une fois que tu l'auras fait plusieurs fois, bah, déjà le critère de nouveauté aura disparu. Et donc ça, c'est important parce que ça vous permet aussi d'expliquer que la répétition, elle est essentielle parce qu'elle vient diminuer notre stress. Et je sais qu'il y aura bientôt une conférence un webinaire sur comment aider nos ados à bien se préparer pour l'oral. Mais c'est vrai qu'il y a automatiquement du stress au début d'un oral. Et c'est pour ça que d'avoir la première minute qu'on a répété, 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 où on est un peu en mode automatique, où notre cerveau peut gérer le stress en même temps qu'on parle, parce que c'est tellement rentré en nous qu'on peut le faire, et bien ça, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que c'est ce qui permet, et bien déjà de dépasser ce premier niveau de stress. Et puis, vous allez le voir, en réalité, on a 4 moyens d'action. Et c'est ça souvent qu'on oublie par rapport au stress. On pense toujours qu'il faut aller éliminer le stresseur. Alors oui, si on peut agir, mais malheureusement, vous voyez bien qu'il y a des stresseurs qu'on peut pas éliminer. Ils vont être obligés de passer leur brevet, ils vont être obligés de passer leur bac ou des examens. Donc, on peut éviter d'en rajouter, hein, on peut éviter de faire des interrogations surprises ou de rajouter du stress en essayant tout d'un coup de les coincer. On peut essayer d'alléger les stresseurs, comme je vous l'ai dit, je vais vous le montrer en les formant sur le ciné, en leur donnant des techniques, etc., etc. Mais ce qui est aussi important, et c'est parfois ce qu'on oublie, c'est qu'on peut aussi agir sur les ressources. Parce que l'idée du stress, c'est que certes, je suis stressée, mais c'est les ressources que je vais avoir en face qui vont me permettre ou pas de faire face au stress. Et donc, c'est dans cet équilibre, comme une balance, qu'il faut que je joue. On pense qu'il faut automatiquement agir sur le stress, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir organiser et mettre en face des ressources. Alors, des ressources, ça peut être quoi? Ça peut être, comme je vous l'ai dit, se former au ciné, mais c'est aussi d'autres éléments. C'est des ressources concrètes que nous, on peut amener et qu'on peut leur amener, même s'ils sont grands, même s'ils ont tendance à nous dire que c'est bon, t'inquiète, je gère. On est là, nous, pour être cette prothèse préfrontale de secours dont ils vont avoir besoin parce qu'ils vont en avoir besoin. Alors, ça peut être par le fait de les aider, on verra, à mettre en place des plans de révision, les faire réciter, leur demander juste, raconte-moi ce que tu as compris dans sa leçon, raconte-moi voilà ce qui te semble important. Mais nous sommes là aussi, et c'est très important, pour leur apprendre à faire des pauses, pour leur apprendre, pour ceux qui ont peut-être tendance à s'épuiser, à savoir s'arrêter. Et puis surtout, le jour J, le jour de l'examen, nous sommes là et c'est indispensable. La confiance n'empêche pas la vigilance. Nous sommes là pour vérifier qu'ils ont bien leur carte d'identité, qu'ils ont bien leur convocation, que la trousse est bien vérifiée. Alors, ils vont un peu râler en nous disant, ouais, ça fait bébé, tu me fais pas confiance, mais il vaut mieux à ce moment-là deux cerveaux qu'un seul, parce que
oui, peut-être qu'ils pensent l'avoir fait, mais sous l'effet du stress, on peut rapidement rater quelque chose. Et donc ça, c'est, voilà, tant pis s'ils râlent, tant pis si... mais il vaut mieux que nous soyons là pour vérifier et pour faire ça que de rajouter du stress parce que malheureusement, ils n'auront pas fait ce qu'il faut et ils ne l'auront pas validé. Avec aussi le fait de les aider à pouvoir se concentrer quand ils sont en train de préparer leur examen. Alors, sachez que maintenant, sur tous les téléphones portables, il existe un mode qui s'appelle le mode concentration. Et ce mode concentration, il est aujourd'hui vraiment facile à paramétrer. Et l'idée, c'est de les aider, en tout cas de leur montrer que ce mode concentration existe. Et je vous ai mis à l'écran une application qui s'appelle Forest, Rester concentré. Alors malheureusement, elle est payante, cette application. Elle vaut pas très cher, hein, elle vaut 5 euros, mais c'est quand même un coût. Mais l'idée de cette application, c'est de vous aider à organiser un peu votre concentration, c'est-à-dire vous dites, bon ben voilà, moi je veux être concentré pendant là les 15 minutes qui arrivent, et donc l'appli coupe toutes les notifications, vous n'avez pas besoin d'aller dans concentration, l'appli coupe toutes les notifications, il n'y a rien qui arrive, et en plus elle est un peu basée sur le principe qui nous plaît tous de récompense, etc. C'est-à-dire que plus vous utilisez l'application, plus vous avez un arbre qui grandit et plus cet arbre, il fait une forêt et ça aide à planter des vraies forêts puisqu'ils se sont mis en accord avec des associations pour pouvoir planter des vraies forêts. Et nos adolescents peuvent quand même y être sensibles. Moi, je sais que ça fonctionne plutôt bien chez moi. Et l'idée, c'est de les aider à... l'idéal, ce serait que le téléphone ne soit pas à côté d'eux le temps de la concentration, mais c'est très compliqué. Et donc là, l'idée, c'est d'être en positif pour les aider à se concentrer et puis comprendre aussi que, alors, certains vont avoir besoin d'avoir le minimum de bruit quand ils sont en train d'apprendre, d'où le casque anti-bruit que je vous ai mis, mais certains aussi seront à l'inverse et auront besoin de musique. Donc ça, c'est de l'entendre aussi, c'est de les aider à trouver leur propre, on va dire, technique, mais vraiment de se concentrer, de les aider à dire, tu as besoin de techniques pour te concentrer, comment je peux t'aider par rapport à ça et ce qui fonctionne pour vous ne fonctionne pas automatiquement pour eux. Autre élément aussi important, de les aider à se fixer des objectifs qui sont accessibles. Donc, il vaut mieux un petit objectif dans leur révision, mais qu'ils atteignent, qu'un grand dans lequel ils vont s'épuiser et ils vont avoir l'impression de ne pas y arriver. Et donc ça, c'est vraiment un élément important, c'est vraiment un des points clés que l'on dit maintenant dans tout ce qui est réussite, c'est il vaut mieux fractionner les tâches, il vaut mieux marcher par petits pas, par petits objectifs, que de fonctionner avec des grands objectifs. Donc, votre ado qui commence à vous dire, bon, ben moi, je vais réviser tous mes textes de français, mes 16 textes de français, là, dans les 15 jours à venir, il vaut mieux l'aider en lui disant, non, dis-moi déjà quand tu vas réviser ton premier texte. Comment tu t'organises pour ton premier texte et quand tu comptes le réviser et à quel moment. Et après, on parlera de ton deuxième texte et de ton troisième texte, etc., etc. Parce que le problème, c'est que beaucoup d'adolescents, en réalité, manquent d'organisation dans leur révision et partent sur des objectifs trop larges. Donc ça, c'est là aussi où nous, on peut les aider. On ne peut pas réviser à leur place, on ne peut pas apprendre à leur place, mais on peut les aider à s'organiser par contre et avec quelque chose vraiment d'important. Et nous, en étant le plus pragmatique possible, l'objectif doit être mesurable et réaliste. Sinon, ça ne sert à rien et il risque même plutôt de décourager l'enfant plutôt qu'autre chose. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est très important,
qui s'appelle la visualisation. C'est-à-dire que notre cerveau, comme il ne fait pas la différence entre ce qu'il vit réellement et ce qu'il voit, hein, notre cerveau, lui, fonctionne par image et ça l'impacte, qu'on les voit réellement ou qu'on les imagine. C'est pour ça que les films nous font pleurer, hein, c'est parce qu'ils nous impactent réellement. On peut aussi travailler la visualisation par rapport à ça. Alors, je vais vous envoyer, enfin, je l'enverrai à l'équipe qui pourra vous l'envoyer après, plein de vidéos sur la visualisation et comment on peut aider nos ados à se visualiser réussir, parce que ça aide beaucoup le cerveau. Et vous l'aurez compris, ça vient encore travailler sur le fameux N du ciné et en plus sur l'ego menacé. Mais c'est aussi important de les aider parfois à visualiser la difficulté. Vous voyez, réussir, c'est être capable de leur dire, bon, tu vas avoir le sujet, peut-être que quand le sujet, tu vas le lire, ta première réaction, ça va être la panique. Ok, imagine-toi là, en train de paniquer. Ok, tu te vois en train de paniquer et c'est normal. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Tu vas prendre une grande respiration. Ok, tu vas prendre une grande respiration et tu vas te dire, ah là là, j'aimerais pas être là, ou j'aimerais fuir, ou j'aimerais dire que c'est un sujet horrible, etc. Ok, ça c'est ta deuxième réaction. Et puis une fois que tu auras eu toutes ces réactions de stress, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas te reprendre? Vous voyez, c'est ça aussi, aider nos enfants à se préparer. C'est pas juste sur le contenu de ce qu'ils doivent apprendre, c'est sur, et je vous enverrai cette vidéo, c'est sur le fait de travailler sur ce qu'on appelle la métacognition. La métacognition, c'est pas seulement le fait de savoir, c'est le fait de savoir comment faire de notre cerveau notre allié. Et donc, il y a là 2 chaînes YouTube que je vous ai mis à l'écran, Réussir du primaire à l'université et Cerveau mode d'emploi. Et c'est vraiment 2 chaînes qui sont extrêmement bien faites, qui vous amènent beaucoup d'éléments. Et c'est comme ça qu'on peut aider nos enfants à se préparer pour les examens, en les aidant à comprendre pas seulement ce qu'ils apprennent, mais comment les choses fonctionnent et comment ils peuvent développer tout ça. Donc ça s'appelle de la métacognition. Il y a une petite vidéo notamment sur la visualisation qui est très très bien. Et l'idée, ce n'est pas vous voyez, de jouer des professeurs bis, parce que nous ne sommes pas des professeurs bis, mais nous pouvons être un peu comme une équipe, une équipe de sport, hein, c'est-à-dire la personne qui est là, le soigneur, l'entraîneur, un petit peu le coach, mais évidemment, on n'est pas sur le terrain. Et les facteurs de protection, on le sait aujourd'hui, c'est la cohérence, la prévisibilité, c'est le fait d'apprendre à respirer, le fait d'apprendre à visualiser. Donc, je vous ai mis 2 applis supplémentaires là à l'écran. Respire Relax, qui est gratuite, elle aussi, et que je trouve vraiment très, très bien parce qu'elle apprend, vous voyez, à respirer, à inspirer. Et ça, c'est vraiment un élément très intéressant à avoir pour apprendre à mieux réguler notre respiration. Alors, bien sûr, il faut le faire en s'entraînant avant les examens, hein. On n'attend pas le jour des examens parce que sinon c'est un peu dur, mais de le montrer ou vous déjà de l'utiliser. Et puis Petit Bambou, qui est une application que j'aime beaucoup aussi avec des visualisations, avec de la relaxation, mais qui elle, bon, est payante au bout d'un moment. Et n'oublions pas, hein, alors là je vous rappelle tout ce qui est important, et n'oublions pas non plus, bien sûr, notre propre stress, parce que nous sommes stressés et c'est normal d'être stressés. Nous sommes stressés pour nos enfants, nous sommes stressés par l'enjeu, nous sommes stressés parce qu'il y a de la nouveauté, nous sommes stressés parce que nous avons peur pour eux. Et donc, l'idée, c'est aussi nous, parents, de ne pas hésiter de temps en temps à faire un petit auto-ciné, hein, à accepter notre stress, à en parler entre adultes.
éventuellement, même parfois, en parler à l'ado ou à l'enfant, dire, ben oui, moi aussi, ça m'inquiète, moi aussi, ça me fait un peu, ça me stresse, il y a ça qui me stresse parce que tu ne l'as jamais connu. Et ben maintenant qu'on a été capable d'en parler et de se le dire, ben on va essayer de faire de notre stress notre meilleur ennemi et pas notre pire ami. Donc voilà. Allez, je vais m'arrêter pour l'instant parce que ça fait longtemps que je parle et j'ai bien sûr encore d'autres choses à vous dire, mais vous avez peut-être déjà des questions que vous aimeriez peut-être partager pour que je puisse y répondre. Alors, bah, j'ai une première question. Est-ce que la musique aide les ados à se concentrer? Alors, oui, elles aident. Idéalement, de la musique sans parole. Ça, c'est l'idéal parce que c'est le problème des paroles. Évidemment, elles font que on a tendance à vouloir écouter. Donc, tous les ados vont pas réviser avec de la musique classique, donc voilà. Mais c'est vrai qu'idéalement, il vaudrait mieux ça. Ou alors, s'ils ont besoin, s'ils aiment écouter de la musique, c'est qu'ils en ont besoin, mais alors leur proposer d'écouter des albums qu'ils connaissent par cœur. Parce que à partir du moment où c'est des artistes et des chansons qu'ils connaissent bien, leur cerveau va être moins attiré par les paroles et donc ils vont se concentrer plus facilement sur ce qu'ils sont en train de lire. Donc la musique, oui, mais pas le nouvel album de leur artiste préféré. Il vaut mieux qu'ils fassent une pause et qu'ils l'écoutent réellement et qu'ils se reposent et puis après qu'ils reviennent travailler avec un album qu'ils connaissent par cœur. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Vous pouvez ouvrir votre micro pour les poser, hein. Est-ce que non? Pas. Alors, est-ce que ça veut dire que je continue? Est-ce que je peux avoir quelques mains qui se lèvent si c'est effectivement, parce qu'on peut garder les questions pour la fin. Ok, eh ben, écoutez, très bien, merci beaucoup. Euh, Alors, une astuce pour permettre à l'ado de digérer les paroles d'un prof. Ben, si vous êtes d'accord, Lucie, le bac vous sera donné, etc., etc. Ok, je vois bien. Alors, si vous voulez bien, on va en reparler dans la deuxième partie parce que je vais l'aborder. J'enchaîne. J'enchaîne effectivement avec cette partie donc où nous allons maintenant un petit peu parler d'émotions et je reviendrai dessus. Bah oui, non, mais je vais le terminer. Donc, vous aurez compris que en ce qui concerne le stress, la question c'est est-ce que nous sommes en train de co-ruminer ensemble, donc en clair, est-ce que nous sommes en train de stresser ensemble ou est-ce que nous sommes en train d'essayer de co-réguler ensemble. Et ça, c'est pas la même chose, c'est-à-dire est-ce que nous sommes en train d'essayer de trouver des solutions, de faire un autociné, de respirer, etc., etc. Et ça va être une des clés. Alors, je voudrais vous parler des émotions. Je vais vous en parler très très rapidement, juste déjà pour vous dire que les émotions aujourd'hui, nous les connaissons mieux. Nous savons qu'elles jouent un rôle essentiel hein, dans notre mode de fonctionnement, nous, êtres humains. Elles nous permettent de communiquer, elles nous permettent de nous protéger, elles nous permettent aussi de prendre des décisions, puisque nous savons aujourd'hui que c'est les émotions et c'est notre corps, c'est les signaux émotionnels de notre corps, de nos corps, qui nous permettent de prendre des décisions. Mais nous savons aussi que ces émotions, elles peuvent venir troubler nos apprentissages ou en tout cas troubler
notre disponibilité. Alors, le problème, c'est pas l'émotion en elle-même, le problème, c'est l'intensité de l'émotion et la durée de l'émotion. Et le problème, c'est que cette émotion, eh bien, elle peut s'amplifier, devenir très importante, et nous allons être obligés de faire un effort pour pouvoir la réguler et la co-réguler quand il y a de jeunes enfants. Donc, une émotion, c'est une vague neuro-hormonale hein, qui arrive, qui disparaît, qui part. Mais le problème, c'est que nous savons aujourd'hui qu'au fur et à mesure de la journée, eh bien, nous avons tendance à emmagasiner, je vais dire, un contentieux émotionnel. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. Le matin, votre ado ou votre enfant, votre collégien, part au collège. Il arrive en cours de maths et il espérait avoir une bonne note et malheureusement, il a une note qui n'est pas si bonne que ça. Donc évidemment, il y a de la déception, mais il arrive à se reprendre, il arrive à réfléchir et il se dit que c'est juste un point de moins que ce qu'il espérait et qu'il fera mieux la fois d'après. Puis, le midi, il est avec ses copains, il passe un bon moment, donc ça va beaucoup mieux et il finit par oublier. Sauf que au fur et à mesure de la journée, il revit une frustration dans un autre cours et puis en fin de journée, il a là pour le coup une énorme frustration parce que il a un de ses profs qui lui explique qu'il n'aura pas le brevet, que de toute façon le brevet est donné, etc., etc., etc. Et puis il rentre le soir à la maison et il se passe une toute petite chose, une toute petite contrariété. Il y a plus de les gâteaux qu'il aime bien et là, eh bien, il explose. Et c'est ce à quoi on observe en termes d'émotion. Il faut savoir que nous avons ce qu'on appelle un effet de saturation, c'est-à-dire que nous emmagasinons, nous emmagasinons, nous emmagasinons, nous respirons, nous prenons sur nous, et puis à un moment, bien ça craque un peu pour rien. Alors les enfants comme les adultes, hein, ça concerne vraiment un peu tout le monde. Et le problème, c'est que dans le cas des révisions, dans le cas des émotions, il y a cet effet de saturation qui arrive, et à ce moment-là, l'émotion est là et elle est très très présente. Et la difficulté, c'est que vous voyez, nous n'avons pas pris le temps, et notre enfant n'a pas eu cette capacité, le temps au fur et à mesure de faire baisser dans la journée, relâcher cette pression émotionnelle. Et la difficulté, c'est que vous voyez, cette pression émotionnelle, l'enfant, l'adolescent, c'est un peu comme le stress, n'a pas cette capacité, sauf si on lui a appris, mais n'a pas automatiquement cette capacité de relâcher la pression émotionnelle. Alors, l'ado le fait un petit peu inconsciemment en allant se coucher dans son lit et en se mettant sur son téléphone. Alors, il pense relâcher, mais le problème, c'est que comme c'est pas toujours conscient, eh bien, c'est souvent là où il relâche qu'à moitié. Et ça vous explique aussi pourquoi c'est souvent au moment d'aller se coucher que votre enfant ou votre ado va avoir son fameux coup de stress. C'est parce que à ce moment-là, toutes les émotions qui avaient été un peu mises de côté, notamment les émotions d'inquiétude, de stress, c'est un peu à ce moment-là qu'elles ressortent. Et donc, l'idéal, ce serait d'entendre que pour éviter ce coup de stress de la fin de journée et qui en plus vient vraiment souvent entacher le sommeil, il faut comprendre que face à cette hormone du stress, il y a une hormone qui fait du bien, qui est l'hormone de l'ocytocine, qui est l'hormone du soutien, qui est l'hormone, on va dire, du câlin. Et là, vous voyez tout ce qui peut amener de l'ocytocine. Alors, il y a des choses qui ne sont pas possibles pour nos enfants et nos adolescents, mais il y a des choses qui sont tout à fait possibles. La douceur, la respiration, le fait peut-être de l'autoriser et de les autoriser à pleurer parfois.
hein. Il faut bien penser que les pleurs, ça peut être un exutoire. Et puis, il y a quand même quelque chose que moi, j'aime bien rappeler, c'est que la chaleur est un élément important. L'eau chaude, par exemple, rien que le fait de se laver les mains sous l'eau chaude, de prendre une douche d'eau chaude. Alors, il y en a certains, ce sera plutôt le froid. Bon, ça dépend si vous aimez plutôt le froid ou plutôt le chaud, mais en tout cas, vous voyez, de jouer aussi sur cette température, ça c'est un élément important. Et de comprendre que, d'expliquer à nos enfants et nos adolescents qu'en fin de journée, mais pas automatiquement au moment d'aller se coucher, peut-être un peu avant, eh bien, il y a besoin d'avoir cette période-là, cette zone-là. C'est souvent pour ça que le soir, eh ben, ils viennent nous chercher. Alors, c'est souvent le moment où nous, on a envie d'aller se coucher. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il vaut peut-être mieux avancer ce moment-là. Mais sachez que c'est ça qu'ils viennent chercher à ce moment-là. Ils viennent chercher cette fameuse ocytocine pour pouvoir venir faire baisser le stress. Et il y a quelque chose qui est important, c'est de comprendre que quand il y a de l'émotion, vous voyez, cette émotion, elle envahit tout. Elle vient vraiment prendre tout l'organisme, hein. Elle part du ventre, elle monte, voilà. Nos ados, ils ont une super expression, ils disent ça prend la tête, hein. Et c'est vrai que dans ces moments-là, l'émotion, ben, elle prend vraiment toute la place. Et donc, le côté rationnel, relativisé, raisonnable, ben, vous le voyez à l'écran, il est beaucoup moins disponible. Ça ne veut pas dire qu'il disparaît, mais il est beaucoup moins disponible. Et le problème, c'est que nous, dans ces moments-là, quand notre ado ou notre enfant est vraiment sous l'effet du stress, de la tristesse, peut-être de la colère, ben, nous, on a tendance à vouloir relativiser. Vous voyez, on a tendance à dire, mais non, c'est pas vrai, c'est pas la peine, ça sert à rien. Puis pourquoi tu réagis comme ça? Et puis tu ferais mieux de faire ci ou tu ferais mieux de faire ça. Vous voyez, nous, on est dans une partie très rationnelle, très pensée, et on s'adresse à la partie, entre guillemets, du cerveau de notre enfant qui est la moins disponible à ce moment-là. Alors que quand il y a de l'émotion, bien, ce qui va être important pour l'adolescent et l'enfant, c'est d'entendre qu'on voit l'émotion. Pas qu'on est en train de lui dire oui, tu as raison d'être comme ça, mais on est en train de lui dire je vois que tu te sens comme ça, je sens qu'effectivement, je sens que tu te sens submergé, que tu as peur de ce qui va se passer demain, que tu aimerais que cet examen n'arrive pas. Vous voyez qu'on montre, c'est pas pour dire oui, tu as raison de rien faire, mais c'est au contraire pour leur dire oui, je comprends ce que tu es en train de vivre, je comprends que ça te mette en difficulté. Je vais éviter de te dire que moi j'ai déjà vécu ça et que je sais exactement ce que c'est, parce que dans ces moments-là, c'est pas moi qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est ce que toi, tu es en train de vivre, mais c'est d'accepter que les émotions sont là. Parce que quand c'est comme le stress, c'est la même chose, tant que c'est là et que c'est pas conscientisé, vous comprenez qu'on n'a pas mis des mots dessus, eh bien, tant que c'est présent, malheureusement, ça va prendre toute la place et ça va pas permettre, eh bien, à l'adolescent la disponibilité qu'il a. Et vous voyez, quand un professeur lui dit, ben voilà, de toute façon, vous avez un bac au rabais, ce bac, il vous est donné. Alors d'abord, on va se le dire entre nous, mais c'est pas la première génération de professeurs à dire ça. Moi, il y a 30 ans, je l'ai déjà entendu, donc visiblement, c'est un peu une habitude. Ben, plutôt qu'd'essayer, vous voyez, d'être rationnel et de dire, ben non, ou il a tort, ou il a raison, ou peu importe, c'est le moment de s'occuper de l'émotion. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu as pensé? Voilà, quelle émotion ça a déclenché chez toi? De la colère, de l'énervement, de la frustration, du découragement? Et qu'est-ce que tu t'es dit? Quel problème ça t'a posé? Et vous voyez, l'idée, c'est pas d'être le pompier émotionnel de notre enfant, c'est de lui permettre au contraire de déposer ce qu'il a dit. Ben, il vous dira sans doute, ben, ça m'a agacé, j'en ai marre qu'on me dise ça, alors que moi, bah, je suis en train de travailler, que moi, je suis en train de faire des efforts et que j'ai l'impression
voilà, que c'est moi qu'on déclasse en même temps que ce bac. Et ben, c'est important qu'ils puissent le dire et qu'on puisse lui dire, ben oui, et de quoi tu aurais besoin là? Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Alors, il vous dira sans doute ben, qu'il arrête de dire ça. Oui, évidemment que ce serait bien, mais pour l'instant, on n'a pas de baguette magique pour arrêter ton professeur. Donc, qu'est-ce qui pourrait t'aider? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à ce que ça te touche peut-être moins ou ben, que ce soit pour toi peut-être pas si catastrophique. Et généralement, bah, l'enfant ou l'ado, il va finir par répondre par lui-même en disant mais j'arrive à pas m'en occuper, ou il est aigri, ou c'est facile pour lui de dire ça. Vous voyez, c'est d'aider, c'est pas de protéger de tout, c'est de reconnaître l'émotion qui est en train d'être là et de dire qu'est-ce qui pourrait t'aider par rapport à cette émotion-là, qu'est-ce qui pourrait te permettre de faire que cette émotion soit vivable. Elle va pas disparaître. Tu vas continuer à être agacé par ce prof, tu vas continuer à trouver ça vexant, mais l'idée, c'est que ça arrête de te prendre la tête. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est que ça arrête de te prendre la tête pour que tu puisses passer à autre chose. Donc ça, c'est important, c'est de les accompagner par rapport à leurs émotions. Et puis, il y a un troisième élément dont j'aimerais parler avec vous ce soir, c'est de comprendre aussi que face aux examens, à la question de réussir ou de ne pas réussir, nous avons des croyances. Et nos enfants, nos ados ont aussi des systèmes de croyances. Alors, c'est quelqu'un qui est américaine, qui a travaillé dessus, qui s'appelle Carol Dweck. En anglais, on parle de growth mindset, hein, ou on parle de mindset. Fixed mindset, c'est pour l'inverse. Alors, vous pouvez le lire en anglais, évidemment, ou en français, ça s'appelle Changer d'état d'esprit. Et ce que nous explique Carol Dweck, c'est que nous avons deux systèmes de croyances qui coexistent ensemble, hein. Alors, c'est important de l'entendre, ils coexistent, hein. Nous ne sommes pas que l'un ou que l'autre, c'est en fonction des matières, en fonction des domaines, en fonction de nos propres capacités. Nous pouvons, face aux apprentissages, être soit en esprit fixe, et vous voyez là, c'est la statue qui est là, soit en esprit de croissance, en esprit de développement, en growth mindset. Et ces deux esprits, ces deux états d'esprit, eh bien, ils coexistent en chacun d'entre nous dès tout petit, puisqu'elle a commencé, Carol Dweck, dans ses études, à les repérer dès l'école maternelle, donc dès les enfants en préscolaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans un état d'esprit fixe? Ben, l'état d'esprit fixe, d'où son nom, hein, fixe, il a tendance à penser que eh bien, nous avons un seul des qualités qui sont un peu fixées, un certain quota d'intelligence et pas plus, un certain quota de beauté et pas plus, et que donc les choses sont, vous le voyez, un petit peu fixées. Et donc, quand nous sommes en état d'esprit fixe, nous aurons des phrases du style je peux pas, j'y arriverai jamais, oh, dans la vie on n'a pas le choix, c'est la vie, on peut plus changer à mon âge, ou au contraire je suis meilleure et je vais faire en sorte de continuer à prouver que je suis meilleure, je veux pas me prendre la tête, les autres le font pas, je vois pas pourquoi je le ferais. Vous voyez? Et ça, ces phrases-là, elles viennent en réalité, c'est un peu des phrases qu'on se dit en y croyant. Mais c'est un système de croyances. C'est vraiment ce que nous avons fini par nous auto-persuader de penser parce que nous pensons que nous avons, voilà, comme je vous le disais, un certain quota d'intelligence, de beauté, de capacité, etc., etc. Ça, c'est l'état d'esprit fixe. Et à côté, vous avez un état d'esprit en développement. Alors, l'état d'esprit en développement, vous le comprenez, c'est des gens ou des phrases où on va dire bah non, j'ai pas encore trouvé la solution, ou tiens, faut que j'essaie, je suis en train d'apprendre, c'est intéressant,
Ce qui est important, c'est le chemin, pas automatiquement le résultat. Rien n'est définitif, on peut encore changer. Vous voyez toutes ces croyances qui sont là. Et ces croyances-là, elles vont avoir une influence énorme dans la façon dont nous allons nous mettre à travailler et bien sûr aussi dans la façon dont nous allons ou pas persévérer face à l'apprentissage. Et ces deux états d'esprit, vous le voyez, ils coexistent. Vraiment, j'insiste, nous avons les deux. Parfois, alors quand on aime une matière et quand on adore une matière, on est plutôt en état d'esprit de développement. Et quand on n'aime pas une matière, on est plutôt en état d'esprit fixe. Et souvent, on a tendance à dire, ouais, mais j'aime pas. Et en disant, bah, c'est l'excuse. Comme j'aime pas, bah, c'est normal que je réussisse pas. Mais en réalité, c'est parce que nous ne réussissons pas que nous n'aimons pas, et pas l'inverse. Et ça, c'est souvent quelque chose auquel j'ai souvent cette phrase avec des adolescentes que je suis. Ils me disent, oui, de toute façon, moi, je suis nulle en maths. Alors, je leur dis, OK, t'es nul en maths, pourquoi? Bah parce que j'ai 2, j'ai 3, de toute façon, je suis nulle, j'y arriverai jamais, j'aime pas ça, etc., etc. Et quand je leur dis, ben, si j'avais une baguette magique et que tout d'un coup, tu n'avais plus 3 en maths, mais 18 sur 20 en maths de moyenne, qu'est-ce que tu me dirais des maths? Bah, je dirais que j'aime, je dirais que voilà, je dirais que c'est bien, je dirais que oui, donc tu changerais ton opinion par rapport à ça. Alors vous comprenez que ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir automatiquement bons en maths, mais il faut bien entendre que nos enfants ont vraiment cette notion de croyances qui sont présentes et qui sont et qui viennent bloquer les enfants et dans la persévérance, dans ce qu'on appelle la capacité de continuer, c'est bien sûr ce qu'on fait qui va nous aider. Je vous ai mis là ces livres que j'aime beaucoup à l'écran, mais ça va au-delà de ce qu'on fait. C'est d'abord ce que l'on pense, ce que l'on a à l'esprit qui va faire la différence. Et quand on travaille avec nos adolescents, quand on essaie de les mettre à travailler, on a tendance à être tout de suite dans le conseil, tout de suite dans faut faire ci, faut faire ça, tu devrais partir comme ci, partir comme ça, et on oublie que la première chose qu'il faut changer, c'est leur état d'esprit, c'est ce qu'ils pensent sur eux-mêmes. Alors moi, j'aime bien toujours raconter cette petite histoire qui me permet de vous l'illustrer et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure pour la statue, pour l'état d'esprit fixe, j'avais choisi une statue d'un éléphant. C'est l'histoire, c'est pour vous permettre d'apprendre, de comprendre ce qu'on appelle la résignation acquise, c'est-à-dire comment notre système de croyance peut nous empêcher de faire les choses. Alors, je vous demande d'imaginer un cirque où arrive un petit éléphanteau, comme vous le voyez à l'écran, et vous voyez ce petit éléphanteau, bah, il est petit, enfin c'est quand même un animal assez important. Et au début, on le laisse en liberté dans le cirque, mais il fait beaucoup de bêtises, parce que c'est un bébé, hein, et au bout d'un moment, bah, le directeur du cirque est contraint et obligé de l'attacher parce qu'il fait trop de bêtises et il devient dangereux. Et donc, il l'attache avec une grosse corde, un gros pieu. Et puis, ben, vous imaginez bien qu'au début, le petit éléphanteau, il tire sur sa corde d'un côté, il tire sur sa corde de l'autre, il essaie, il essaie, il essaie. Et puis un jour, ben, il arrête parce qu'il a compris que le pieu était très fort et qu'il ne peut pas l'arracher. Sauf que le temps passe et notre petit éléphanteau, il devient un grand éléphant. Il devient même un très grand éléphant et la corde et le pieu, eux, n'ont pas changé. Et en réalité, il suffirait à notre éléphant de faire 1 ou 2 pas en dehors du cercle pour pouvoir arracher le pieu et pour pouvoir aller où il veut. Mais dans sa tête, là, il a inscrit ça ne sert à rien. Et c'est parce qu'il a inscrit cette croyance de ça ne sert à rien que aujourd'hui, alors qu'il pourrait changer les choses, eh bien, il ne le fait pas parce que
cette croyance l'empêche d'aller plus loin. Et ça, c'est une vraie difficulté pour certains de nos enfants. Il y a ceux qui travaillent trop, qui sont peut-être trop préparés, ou voilà, mais il y a ceux aussi qui malheureusement sont complètement coincés devant les révisions, devant l'obstacle, parce que soit ils sont trop stressés, soit il y a trop d'émotions, soit parce qu'ils ont inscrit en eux, ça ne sert à rien. Et donc là, à ce moment-là, il va vraiment va falloir travailler les croyances avant de travailler autre chose. Parce que c'est ça hein, qui différencie un état d'esprit fixe d'un état d'esprit en développement. C'est pas votre dose d'intelligence, c'est pas vos talents, c'est pas tout ça, c'est ce que vous croyez et ce que vous entretenez comme pensée sur vous. Et donc ça, eh bien, c'est de venir travailler ces questions de croyance. Alors c'est là aussi où c'est important de pouvoir expliquer à nos enfants que nous avons des biais, que nous avons des croyances, que notre cerveau, il fonctionne aussi avec des raccourcis et que ces raccourcis, ils nous font dire je suis nul, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, ça peut arriver aux autres, mais ça peut pas arriver à moi. Et vous voyez, c'est de venir déconstruire ces croyances en mode, bon, tu veux dire que tu n'y arrives pas encore, ou tu veux dire que peut-être tu t'es pas encore assez entraîné, ou là, tu es en train de me dire, pas je suis nulle, mais je suis stressée. Vous voyez, nos enfants, souvent, ils nous déposent des phrases, moi j'appelle un peu des phrases paquets, c'est-à-dire des phrases où ils nous disent tout leur mal-être, tout leur inquiétude, tout leur stress. Et nous, on a tendance à dire, mais non, tu vas y arriver, t'inquiète pas. Et là, ils sont juste en train de nous dire, j'ai peur, je stresse, ou j'ai une vision de moi-même qui est peut-être pas la bonne. Et donc, avant d'être dans la solution et l'action, c'est déjà de se poser la question, quelle croyance il entretient sur lui-même, quelle idée, quelle petite phrase il est en train de se dire là dans sa tête. Parce que c'est ces petites phrases-là qui peuvent être des poisons. Et souvent, c'est ces petites phrases-là qu'on ne prend pas le temps d'écouter. Et donc, voilà, et il va vous dire, ben, moi, la petite phrase qui vient, c'est j'y arriverai jamais, je suis pas fait pour ça, les autres peuvent, mais pas moi. Et et évidemment que nous, ça nous fait quelque chose de les entendre, ces phrases, parce qu'on ne voudrait pas que nos enfants les pensent ou se les disent. Mais peu importe, parce qu'à partir du moment où ils les déposent, nous, on ira gérer notre stress ailleurs. L'idée, c'est de pouvoir dire, ben, ça doit être dur pour toi de penser ça, je comprends que ça t'inquiète. Allez, viens respirer, viens faire un câlin, fixe-toi un petit objectif, pars sur quelque chose de simple, tu vas y arriver. Peut-être que le problème, c'est l'objectif, c'est pas toi et de quoi tu aurais besoin. Qu'est-ce qui peut t'aider? Mais vous entendez bien ce que j'essaie de vous dire, c'est d'entendre que euh, l'idée, c'est qu'il est en train de nous déposer son inquiétude, de nous déposer. Il a besoin de soutien, mais un soutien qui est avant tout un soutien de oui, je suis là et je partage. Et on ira chercher des solutions après, mais pour l'instant, on va partager ça. Donc, essayer pour changer d'un état d'esprit à un autre, ben, on a besoin de quoi? On a besoin d'essayer, on a besoin de petites étapes, vraiment. Il vaut mieux un petit objectif, mais atteignable, qu'un gros qu'on n'atteint pas. Essayer différentes techniques d'apprentissage, parce que ça, ben, vous l'aurez entendu, c'est aussi ce dont on a besoin. Et puis, élément important dans notre feedback, et là on rejoint la communication, c'est de faire attention dans notre communication de rester le plus descriptif possible. En communication bienveillante, la phrase clé, c'est différencier la personne de son comportement. C'est le fait de lui dire ton comportement n'est pas adapté, ton devoir n'est pas suffisamment travaillé, ton attitude ou tes émotions là ne sont pas, c'est vraiment décrire les émotions, décrire, il manque un T à attente, j'en suis désolée, bah vous voyez là, je décris la faute, il manque un deuxième T au mot attente.
c'est de pouvoir aider en utilisant la description. Je vous mettrai aussi un lien par rapport à cela. C'est une technique hein, qui s'apprend. Honnêtement, tout le monde peut l'apprendre, mais c'est vrai que si on ne nous l'a pas apprise, ben, c'est un petit peu dur peut-être de l'appliquer comme ça, mais c'est ce qui va aider et de ne pas oublier que nos enfants vont avoir besoin, même si c'est pas idéal ce qu'ils sont en train de faire, même si c'est pas parfait, de pouvoir avoir de temps en temps ce qu'on appelle des petites caresses psychologiques positives. Tu vas y arriver, j'ai compris, tu vas essayer de trouver une solution, c'est une bonne idée. Voilà, c'était peut-être la meilleure idée que tu as eue à ce moment-là, de ne pas hésiter hein, à être, je vous rappelle, un petit peu coach, parce que ça ne veut pas dire qu'ils vont s'effondrer, ça veut dire que c'est notre rôle à nous, parents, d'être là pour entendre ça, parce que bah, malheureusement, il n'y a peut-être pas voilà, d'autres adultes à côté pour pouvoir le faire. Et nous ne pouvons pas aller passer les examens à leur place. Hein. Nous ne pouvons pas le faire parce que, voilà, et je vais terminer mon webinaire là-dessus. Vous voyez, dans la vie, nous avons trois cercles, trois cercles dans lesquels nous plaçons notre énergie. Nous avons notre cercle de contrôle qui dépend là vraiment de nous, de nos croyances. C'est ce que nous pouvons modifier, c'est ce que nous pouvons changer, notre comportement, nos paroles, nos croyances. Il y a ce que nous pouvons influencer, les gens qui sont autour de nous, etc. Et puis, il y a ce qui nous préoccupe, mais sur lequel nous n'avons ni pouvoir ni influence. Et dans le cas bah, d'accompagner nos enfants vers leurs examens, notre vrai cercle de contrôle, c'est nous. Et uniquement nous. Et ce que nous pouvons faire, c'est influencer nos adolescents, nos enfants, par notre attitude, par notre exemple, par notre soutien, etc., etc. Nous ne pouvons pas contrôler l'examen, nous ne pouvons même pas l'influencer, nous n'avons tout ce qui est bac, brevet, etc., c'est dans notre cercle de préoccupation. Alors, bien sûr que ça nous préoccupe, bien sûr qu'il y a des choses qu'on aimerait changer et qui ne conviennent pas, mais malheureusement, eh bien, c'est très éloigné de ce que nous pouvons réellement contrôler. Et donc, l'idée, c'est vraiment de revenir là-dessus. Et c'est aussi, moi, j'aime bien faire ce schéma à mes ados et aux ados que j'accompagne. Je leur montre ces trois cercles et je leur explique que l'énergie qu'ils peuvent dépenser, celle qui sera vraiment efficace, c'est celle qu'ils vont ramener sur eux, sur ce qu'ils peuvent vraiment maîtriser. Quand ils ruminent, quand ils sont dans la rumination, quand on est dans la rumination avec eux, on est dans notre cercle de préoccupation, mais pas ailleurs. On n'est pas dans notre cercle de contrôle. Et c'est vraiment en revenant sur ces éléments qu'on peut avoir un vrai impact. Et c'est pas simple parce que évidemment le soir quand on va se coucher c'est notre cercle de ou parfois dans la journée bah, c'est notre cercle de préoccupation qui va reprendre mais c'est pas grave on partage avec nos collègues nos copines notre conjoint mais quand on est avec notre ado l'idée c'est vraiment d'être sur le cercle de contrôle et sur le cercle d'influence parce que c'est là où nous aurons un impact. Voilà. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles. Alors, j'ai une première question. Comment pouvons-nous créer un environnement favorable permettant à notre enfant de parler de ses soucis liés aux examens? Vous voyez, l'événement, déjà, c'est d'être dans l'écoute. Et l'écoute, ça veut dire quoi? Ça veut dire se taire. Il faut être honnête. Nous parlons trop et trop vite. Et nous avons tendance à vouloir être tout de suite dans la solution tout de suite dans le fais ceci, fais cela, tu pourrais dire ci, tu pourrais dire ça, alors que ce qu'ils viennent partager
voilà, ce qu'il va d'abord falloir qu'ils puissent partager, c'est de l'émotion, c'est ce qui les stresse, etc., etc. Et après, parce que le problème, c'est qu'on croit bien faire en amenant des solutions. Et évidemment que nous, avec notre expérience, avec notre recul, quelque part, on sait ce qu'il faut faire. Sauf qu'on savait ce qu'il fallait faire pour nous à une certaine période et avec notre mode de fonctionnement qui n'est pas automatiquement le leur. Et c'est bien ça aussi la difficulté. Et en plus, le problème, c'est qu'à partir du moment où on leur dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, eh bien, c'est nous, on est inconsciemment en train de leur amener comme message tu ne sais pas faire. Donc, tu n'es pas bon. Et ils sont déjà en train de s'inquiéter sur le fait de se dire je ne suis pas bon. Donc, vous comprenez, on les met un peu en voulant bien faire dans un cercle vicieux par rapport à ça. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Est-ce est-ce qu'il y a peut-être une autre... Alors, et comment dédramatiser les notes? Alors, euh, bon, idéalement, les notes, malheureusement, ce serait mieux qu'il n'y en ait pas, ou pas comme ça, mais de toute façon, il y en aura et il y en aura toujours. Alors, euh, par rapport aux notes, c'est là où la description est importante, c'est-à-dire de dire c'est ce devoir qui a eu cette note-là. C'est pas toi qui as cette note. Parce qu'au bout d'un moment, à force de s'entendre dire tu as su, tu as eu ci, tu as eu ça, l'enfant finit par se dire je suis ça. Vous voyez, à force d'entendre, bah, tu as eu 17, tu as eu 18, ou tu as eu 10, ou tu as eu 8, il finit par se dire, bah, je suis un 8 ou je suis un 17. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'être très descriptif sur les notes en mode, ce devoir, cette récitation, cette validation de connaissances a eu ça. Déjà, pour lui permettre, et s'il faut, vous regardez le devoir, vous parlez du devoir, vous voyez, c'est vraiment important que ce soit un effet triangulaire, pas de vous à lui, mais vraiment sur, voilà. Et d'expliquer que bah, voilà, vous en prenez une note, une autre note, et peut-être de lui dire, voilà, de s'auto-évaluer et de pouvoir lui dire de quoi tu aurais besoin, toi, par rapport à ce devoir, hein, vraiment d'être le plus descriptif possible, de quoi tu aurais besoin pour améliorer ce devoir ou reprendre ce devoir ou comment toi tu évalues ce devoir. Alors, le risque, c'est que l'enfant dise oui, mais je suis nul, mais et là, c'est vraiment de revenir en disant, attends, on n'est pas en train de parler de ça, on est en train de parler de ton devoir. Donc voilà, c'est d'essayer de lier les notes, mais c'est pas simple, hein. Vraiment, c'est compliqué. Puis alors, en plus, avec Pronote, maintenant, les notes qui tombent tout le temps et ils sont tout le temps en train de venir les voir, mais d'essayer de rester vraiment, vraiment, vraiment sur le plus descriptif possible et de rappeler qu'ils ne sont pas leurs notes. C'est leur devoir qui a eu cette note. Après, on me demande comment faire passer le message que répéter est une bonne chose. Alors, bah, euh, déjà, peut-être en leur expliquant le ciné et en leur expliquant que dans le critère du ciné, il y a la nouveauté et que la seule façon bah, de gérer la nouveauté, c'est de répéter, répéter, répéter. Et puis d'aller peut-être partager avec eux les vidéos que je vous ai montrées et qu'on va vous envoyer, qui expliquent bien que notre cerveau, pour apprendre, a besoin de la répétition. Alors, vous pouvez peut-être faire un petit jeu avec eux qui peut-être vous amuser et leur plaire. Vous pouvez leur demander s'ils savent combien de fois en moyenne, hein, combien de fois en moyenne un jeune enfant va tomber entre sa première tentative de marche et le fait de savoir marcher sans tomber. Vous voyez, le fait entre la première et on va dire la maîtrise de la marche. Alors, je ne sais pas si vous avez, je ne sais pas si vous avez ce chiffre, mais en moyenne, un enfant va tomber 2000 fois avant
de maîtriser complètement la marche. Donc, ça vous permet de vraiment pouvoir expliquer à l'enfant à quel point la répétition est importante. Et je parlais il n'y a pas très longtemps avec des kinés qui m'ont dit que pour un geste, vous voyez par exemple au tennis, pour qu'un service devienne complètement automatique, vraiment automatique, ben, il faudra entre 4000 et 6000 répétitions. Donc, je pense que c'est en utilisant des exemples concrets comme celui-là qu'on peut peut-être réussir à expliquer à nos enfants, voilà, ce qu'on te demande, un apprentissage, ben, ça nécessite de la répétition parce que cette répétition, c'est elle qui te permet ben, de passer en mode automatique et de vraiment mémoriser. Et c'est pour ça que savoir comment on apprend, c'est presque aussi important qu'apprendre. Et c'est ça qu'on essaie de développer de plus en plus dans nos écoles et dans tous les programmes qu'il peut y avoir. Et il y a des super podcasts pour ça, etc. Parce que c'est ça aussi qui va aider nos enfants à le savoir. Donc voilà peut-être comment vous pouvez expliquer la répétition. Demandez-lui demain matin au petit déjeuner s'il sait combien de fois il a eu besoin de tomber avant de savoir marcher correctement. Moi, j'avais une petite question, Nadège. Euh, Suite au brevet, il y a une petite feuille qui a été circulée par la principale ou le professeur principal en disant, voilà, suite à vos notes de brevet, les parents doivent signer et c'est marqué les éléments à faire progresser et les objectifs. J'ai Mhm. trouvé que c'était à faire avec les parents. J'ai trouvé que c'était très difficile à faire d'abord. Et du coup, derrière, évidemment, j'avais à peu près bien conscience que c'était bah, d'abord pas simple à faire, et qu'il fallait un peu comme en entreprise, objectif SMART, donc précis, réaliste, atteignable, tout ça. Mais après, du coup, voilà, à quel rythme on s'assure que, et le fameux, voilà, on copilote avec eux, on les laisse autonomes, voilà. Et parce que c'est quand même du stress, du coup, c'est le cas de le dire. Ben oui, ben oui, c'est ça le problème. Alors, c'est vrai que la difficulté déjà, c'est de pouvoir. Il me manque un câble, donc on vient me sauver. C'est pour ça que quelqu'un marche derrière moi. Donc voilà. Donc la première difficulté, c'est que déjà pour pouvoir fixer ce type d'objectif, hein, faut effectivement avoir le temps vraiment de se poser et de le fixer en smart. Le risque en plus, c'est que on risque de fixer trop d'objectifs. Normalement, on ne devrait pas avoir plus de 3 objectifs à la fois. Et pas, mais pour vraiment avoir la capacité de progresser et de pouvoir le faire, parce que c'est comme ça que l'on peut. Et la difficulté aussi, c'est que par rapport à cela, on devrait normalement revenir sur l'objectif plusieurs fois et de façon différente. Donc ça complexifie les choses parce que pour qu'un apprentissage soit vraiment ce qu'on appelle mémorisé, il a besoin d'être revu et re-revu et idéalement pas revu de la même façon. Parce que c'est comme ça qu'on va vraiment bien encoder. Et donc, c'est là où, en tant que professeur, c'est pour ça que les professeurs reviennent plusieurs fois sur les mêmes notions. Et c'est pour ça que parfois, en tant que parent, on se dit, mais bon, ça, ils l'ont déjà vu. Ben oui, mais ils sont censés le revoir encore une fois. Alors, pour ceux qui l'ont déjà mémorisé, ben, peut-être que c'est de la redite, mais en même temps, c'est ce qui vient vraiment ramener les choses. Mais après, comment on les laisse juges d'eux-mêmes, être capables, c'est... Alors, tu citais le fait d'être en copilotage, puis après en délégation, puis après vraiment en autonomie. Je pense que c'est vraiment la difficulté pour nous parents, c'est d'accepter, je bouge en le disant, mais de faire des va-et-vient par rapport à ça, quoi. C'est-à-dire peut-être d'abord de fixer un objectif et un seul objectif pour éviter de se disperser et de se perdre. Et là, je crois que c'est important d'engager l'enfant, l'ado, le collégien, en lui disant, bon, qu'est-ce que tu veux travailler en premier?
quel objectif toi tu veux travailler en premier, quel est l'objectif qui pour toi est le plus important pour pouvoir, vous voyez, un petit peu l'engager. Alors peut-être qu'il va choisir le plus facile, peut-être qu'il va choisir le plus difficile, peu importe, j'ai envie de dire, c'est pas grave. S'il choisit le plus facile, c'est peut-être qu'en réalité, il vient se rassurer, vous voyez, et c'est peut-être qu'il est un peu en état d'esprit fixe et qui veut un petit peu maintenir, j'ai envie de dire, son quota de connaissances pour pas trop se mettre en danger. Donc, c'est pas grave parce que l'idée, c'est, ok, on va bosser ça d'abord parce que ça va peut-être te rassurer, mais par contre, sache qu'après, il y aura un autre objectif et encore un autre objectif, et etc. Donc ça, c'est peut-être travailler ça comme ça. S'il travaille sur le plus dur, c'est de l'aider à ce qu'il soit quand même raisonnable, son objectif, et puis c'est de travailler d'un objectif à la fois. Après, bon, la difficulté, honnêtement, hein, c'est que les professeurs, comme ils ont beaucoup d'élèves, comptent sur les parents par rapport à ça, mais c'est vrai que nous ne sommes pas des professeurs. Et c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que de notre place de parents, on peut organiser l'environnement, on peut faire un certain nombre de choses, on peut leur donner un peu de métacognition, mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas faire, quoi. Et je pense que c'est là où par contre, pouvoir en reparler avec les professeurs aussi, c'est un élément important, parce que comment je vais dire ça avec diplomatie, mais on a, les professeurs reprochent parfois aux parents de ne pas être à la bonne place et de venir de se mêler de quelque chose qui ne les regarde pas, mais en même temps, les professeurs peuvent peut-être pas nous demander de jouer un rôle qui n'est pas le nôtre aussi. Voilà, j'essaie de le dire avec diplomatie, mais, Mm. euh, Non, mais mais c'était voilà. exactement ça. Enfin, j'ai trouvé enfin, bon, déjà, moi, j'avais pas vu la feuille tout de suite, donc la feuille a été faite un peu la dernière minute, mais ça, c'est accessoire. Mais c'est vrai que ce côté, je signe les notes, mais quelque part, je signe aussi les objectifs que l'élève a écrits, mais sur lesquels on a dû contribuer. Enfin, donc, c'est un peu un sorte d'engagement. Voilà. Alors que, bon, voilà, mais voilà, c'est certes. C'est ça. Non, mais alors, après, je pense qu'il y a ce qu'on rend aux professeurs et voilà, et ça n'empêche pas peut-être avec notre ado de se dire, bon, sur lequel moi je peux concrètement travailler avec toi, parce qu'il y en a qui ne me concernent pas. On va être honnête. Il y a des choses que moi, je ne pourrais pas faire avec toi. Par contre, il y en a peut-être certaines que nous pourrons travailler ensemble. Voilà. Ouais, convenir dans ce mais effectivement, ce côté, j'avais pas trop l'idée, mais c'est ce côté que les choses aussi peuvent bouger et parce que c'est vrai qu'on est tellement habitué en entreprise, notamment, bon, enfin, ça peut être dans une institution, dans une administration, la même chose. Du coup, on a un objectif, donc on se fait un rétro-planning. Enfin, on a tous des trucs un peu trop, peut-être structurés et qui demandent, voilà, probablement la maturité et la bouteille qu'on a eue pour le faire, alors que, ben, voilà, là, on est plutôt, voilà, est-ce que on fait des trucs par une semaine, 2 semaines? Pareil, si on leur dit sur 3 mois, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai l'impression que c'est un peu demander, enfin, c'est un peu, voilà, un peu virtuel pour eux qui vivent dans l'immédiateté, il me semble. Oui, complètement, complètement. Et la notion du temps est pas du tout la même, pas du tout la même pour eux que pour nous. Et effectivement, nous, on vient plaquer des méthodes de travail, mais avec un cerveau mature, avec un cerveau qui est capable d'inhiber, de planifier. Vous voyez, j'ai beaucoup touché mon front ce soir, mais cette partie-là, nos lobes frontaux, c'est là où on trouve ce qu'on appelle nos fonctions exécutives supérieures. Donc c'est un peu ce qui nous rend un peu plus intelligents que les autres espèces, hein, normalement. Et dans ces fonctions exécutives supérieures, vous trouvez notamment la planification. Et donc la planification, elle est vraiment mature, euh, adulte. Adulte. Donc ils peuvent planifier, ils sont capables, mais pas comme nous et pas sur les mêmes distances que nous, enfin pas sur la même chose. Donc les aider déjà à planifier sur une semaine, c'est déjà très bien, très très bien. C'est déjà leur donner une bonne habitude.
mais leur demander d'anticiper, etc. Alors, il y a toujours des exceptions, il y en aura toujours, mais pour beaucoup d'entre eux, c'est plus compliqué. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y avait éventuellement une dernière question? Je vois que les gens commencent et je le comprends, voilà, à nous dire bonne soirée. Je crois que l'horaire explique tout ça. Bon, ben, Elsa, je vais peut-être te proposer de faire le mot de la fin si tu le souhaites. Et puis, Ben, en tout cas, merci beaucoup. Ben, ce qu'on a fait notamment à travers cette conférence, c'est effectivement toucher du doigt un certain nombre de sujets, de dimensions. Et moi, j'ai retenu notamment dans la partie boîte à outils, savoir écouter et donc savoir se taire, savoir juste recueillir. Voilà ce qui est dit par nos enfants, et donc ça veut dire créer aussi quelques moments voilà, où on est un peu plus posé, que voilà, si on est sur une activité en parallèle, ben effectivement plutôt se poser et écouter, rien que ça, c'est déjà un premier pas. Et puis il y a plein des éléments, je pense que chacun a noté c'est les différentes astuces qui ont été communiquées. Donc merci beaucoup Nadège, encore une fois, de justement, d'avoir abordé ce thème à la fois très large et en même temps, très commun. Alors je pense que tout le monde aussi, revient de vacances, donc justement plein de ressources. Donc bien. j'espère qu'on en profitera justement pour mettre à profit, d'avoir autant de ressources pour, aborder de manière, sereine, les échéances de nos, chérubins. Donc, encore merci Nadège. À très bientôt pour d'autres sujets. Chers parents, très bonne fin de soirée et également à Nadège. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, très bonne soirée également. Merci, au revoir. Au revoir.